Bienvenue dans Tout sur ta mère, le podcast où je pars à la rencontre des mères de mes amis pour raconter leurs histoires. Je m'appelle Valérie et avec mon amie Clarisse, nous explorons la maternité à travers des récits intimes et sincères. Chaque épisode vous fait découvrir la vie d'une mère, son parcours et sa relation avec sa fille. Mi hija. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Es el regalo más grande que me ha dado la vida. Il y a plein de choses qui surgissent en moi grâce à elle. Je me suis toujours dit qu'elle était la priorité. Très vite, ils nous dépassent, en fin de compte, les enfants nous dépassent. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Clotilde, la mère d'Anouk. Nous avons fait cette interview dans l'appartement de Clotilde, dans le 9e arrondissement de Paris. Anouk et sa mère sont très fières l'une de l'autre, et leur vie à 100 à l'heure ne leur laisse pas toujours beaucoup de temps pour être ensemble. Aujourd'hui, elles se trouvent des moments de complicité en flânant dans Paris ou en profitant de leur nouvelle maison dans le sud. Anouk, c'est une journaliste pleine d'énergie, d'initiative et portée par des engagements très forts. Parfois plus réservée ou secrète, rien ne l'empêche de faire la fête ou de se plier en quatre pour organiser des moments qui réuniront ses proches. Sa passion pour les aventures sous toutes les formes la pousse à vivre chaque instant pleinement et à emporter tous les autres sur son passage. Et même si parfois ça va très très vite. Anouk a grandi auprès de son frère Julien. Sous le regard d'une mère séparée, fonceuse et très très déterminée. Cette proximité a forgé leur relation où l'indépendance et la générosité sont depuis toujours des valeurs clés. Clotilde, elle, a transmis à sa fille l'importance de l'empathie envers les autres, mais aussi l'ambition de faire toujours plus et d'aller toujours plus loin. Les leçons de vie qu'elle lui a inculquées ont formé une jeune femme toujours fidèle à ses convictions et prête à relever de nouveaux défis. Alors, je m'appelle Clotilde, je suis née dans un tout petit village, enfin je suis née à Troyes, mais j'habitais dans un petit village qui était un hameau, on était 24 habitants. Donc au milieu de la campagne avec rien, 24 habitants, l'usine d'équarrissage de mon papa, 5 ou 6 familles autour, et plein de campagnes, rien, à 4 km à la ronde. Équarrissage, c'est un joli mot, équarrir. Équarrir, c'est un métier le moins noble possible. Donc c'est un métier que mon papa a fait, qui demandait de récupérer en fait les déchets d'abattoirs, les déchets de boucherie, les déchets des animaux en fait qui étaient impropres à la consommation et qui mouraient dans la campagne, d'aller les récupérer tout ça, de les mettre dans une énorme cocotte minute pour en fait de la farine de viande, de la farine de sang, de la farine d'os qui rentrait dans l'alimentation du bétail à l'époque, avant la crise de la vache folle que vous n'avez peut-être pas connue. Voilà, et mon papa avait dû reprendre l'entreprise de son père qui avait été résistant, déporté, mort dans le train de la déportation parce que résistant. Donc sa mère avait repris le business et quand mon père a eu son bac, alors qu'il rêvait d'être avocat et de changer le monde, il a dû reprendre l'entreprise d'équarrissage. Je vous raconte pas comment c'était fun. Ma maman avait une vie de devoir. Dans sa première partie, c'était la seule fille d'une famille où il y avait 3 frères. Et en fait, elle a dû porter beaucoup de choses comme les filles de cette époque. Elle était née en 1933. Donc elle a beaucoup porté la famille et les frères et son père. Et en fait, elle a quand même été d'abord couturière, puis assistante sociale, puis infirmière. Donc les frères l'ont poussée à faire tous les diplômes qu'elle était capable de faire. Et c'est là en fait où elle est partie au Liban. Un de ses frères, le prêtre, connaissait des gens qui allaient partir au Liban parce que lui allait être consul de France au Liban et il demandait une jeune fille au père. Elle était tombée amoureuse d'un homme au Liban qu'elle avait rencontré en faisant un voyage en Grèce. Très amoureuse, et en fait l'homme a choisi finalement la Bretonne avec qui il était à l'époque maqué, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et donc a préféré la Bretonne d'avant à ma maman à l'époque. Donc elle était très déçue, donc déception amoureuse. Et là, elle est sortie avec ses copines, et une de ses copines lui a présenté son frère, qui était donc mon père. Mais elle s'est mariée très tard, elle s'est mariée à 30 ans. Donc à l'époque, elle était née en 1933, c'était mais hyper tard. Et après, elle a mis des années, 2-3 ans à arriver à avoir des enfants. Et en fait, on est tous nés en un trio, un chaque année. Moi, je suis la dernière.
Et on est tous nés quand elle avait 33, 34 et 35 ans. Donc elle nous a fait très très vite. Voilà, elle nous a toujours dit qu'elle aurait rêvé en avoir d'autres. Et mon père a eu à ce moment-là un petit, comme elle l'appelait toujours, un petit cancer. Donc elle s'est dit, j'ai peur de finalement rester toute seule avec les enfants, donc je m'arrête là. Et donc il y a 3 enfants, et donc je suis la dernière. Et on était au milieu de nulle part. Et on passait beaucoup de temps à jouer dehors. À l'époque, il y avait un peu de télévision qui commençait, mais pas grand-chose. Et puis on vivait là de manière très harmonieuse, très légère. On vivait très entre nous en fait, hein. Donc on faisait une grosse fête par an avec les enfants parce qu'on avait tous nos anniversaires en gros entre octobre et novembre. On faisait une grosse fête d'anniversaire tous les 3 en même temps. On a fêté nos communions solennelles tous les 3 en même temps. On faisait une grande fête une fois par an pour l'ouverture de la chasse parce que mon père était chasseur. Mais on vivait beaucoup pour nos tarsis finalement entre nous. Donc c'était très doux, très sage, très calme, très joyeux. Alors c'était une maman qui était une généreuse sur pattes, j'ai toujours dit ça, c'était un grand cœur sur pattes. C'était très chouette parce que maman était joyeuse, donc on passait notre temps dans la voiture à chanter, parce qu'on passait beaucoup de temps en voiture, entre temps elle faisait la conduite de tout le monde, elle emmenait nous puis les enfants qui étaient sur le chemin. C'était plutôt assez joyeux, puis elle nous emmenait à faire plein de choses, donc elle nous poussait. Si on était un peu plus introvertis, ça dépendait, on était quand même une petite bande d'introvertis quand même, donc elle pas du tout. Et elle nous emmenait, donc elle nous a poussé à faire du scoutisme. Elle faisait du catéchisme à tout le monde. Voilà, on la voyait, on allait à la messe tous les dimanches. Elle nous emmenait, voilà, c'était le genre de... Tout le monde disait la grande blonde, parce qu'elle ressemblait à l'Alsacienne. Elle n'était pas si grande que ça, mais elle avait un chignon qui faisait 3-4 cm au-dessus de la tête. Donc elle avait l'air d'être grande. Donc c'était vraiment ça. Voilà, donc c'était elle très extravertie, plus, voilà, en partageant, très, très joyeux. Mon père beaucoup plus discret. Beaucoup plus dans le devoir et en même temps en faisant les choses bien. On le voyait pas beaucoup, mais quand on le voyait, il était là. Et puis il était drôle, c'était plus intellectuel avec mon père. Donc c'était autre chose. Alors enfant, on me surnommait Chippy. J'étais un peu le trublion de la famille. Donc j'étais la plus jeune. Mon frère avait 1 an de plus, ma sœur 2 ans de plus. Donc on était enlevés un peu un trio. Et moi, j'avais une particularité, c'est que j'avais 2 ans d'avance à l'école. Donc j'ai sauté plein de classes. Enfin, on était dans une école de campagne dans laquelle on était. Il y avait 2 écoles, 2 lieux d'école dans le village. Et en fait, comme moi j'étais la plus jeune, j'écoutais ce qui se passait à la maison quand ils faisaient les devoirs et puis que je devais être un peu dotée intellectuellement, j'imagine. J'ai appris, donc je savais lire à 5 ans, donc je suis rentrée en CP plus tôt. Et puis après, j'ai sauté le CE2, et puis voilà, donc j'ai fait tout plus vite. Donc ma maman passait mon temps, ce que j'ai toujours dit, à m'élever avec un couvercle sur la tête, pour éviter que je devienne arrogante. C'était son grand souci, parce qu'en disant, en vrai, ok, elle va bien, elle a une tête qui va vite, mais il faut pas qu'elle devienne pédante, puante, désagréable, etc. Donc elle m'a poussée à faire des choses qui étaient tournées vers les autres, alors que je n'avais pas spécialement envie. Voilà, donc je suis allée aux Jeannettes, ensuite j'étais chef-thème de Jeannette, j'étais dans les kermesses, tout ça, et je l'ai fait avec bien volontiers, j'étais très contente de le faire. Mais c'est vrai que c'était pas mon naturel, donc finalement, mon côté plus introverti, elle l'a un peu poussé d'emblée vers autre chose, pour m'ouvrir aux autres, pour être sûre que je ne devienne pas une tronche sur pattes, quoi. En fait, moi je suis rentrée en 6e, j'avais 8 ans et demi, j'ai eu mon bac à 15 ans... Donc en fait, quand l'adolescence, tu vois, j'étais en seconde, j'avais des copines, oui, j'étais amoureuse de garçons qui avaient 2, 3, 4 ans de plus que moi. J'étais en décalage, ma sœur se foutait de moi parce qu'à un moment je la gênais en étant dans la même classe qu'elle, donc j'ai eu une adolescence un peu bizarre. Donc j'ai pas eu l'adolescence du tout que vous avez vécue, surtout que quand moi j'habitais dans ma campagne, ma maman venait me chercher à la sortie du lycée, comme ma sœur. Donc on sortait à 17h, à 17h05, on rentrait dans la voiture de maman. Donc on n'avait pas le droit d'aller au café ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas eu tout ça. Donc c'était plus difficile. Je me suis retrouvée finalement à Paris, dans une école d'ingénieur qui n'était pas hyper bien cotée à l'époque par rapport à ce que j'aurais probablement pu faire en maths sup, maths spé. Et finalement c'est très bien, parce que là j'ai pu globalement mûrir tranquillement dans toutes ces années d'avoir grandi par rapport à tout ça. Et là, j'ai commencé à grandir et à m'épanouir à Paris. On était à 2 à monter un projet, on a emmené toute la promo en Chine en 89, donc juste avant Tiananmen. Il faut juste que je vous rappelle, voilà, Tiananmen c'était en juin, on est parti en février 89 et on a emmené 70 personnes en Chine, payées par des entreprises. Donc le truc impossible à faire à l'époque. Et en fait, je me rends compte que je ne veux pas être ingénieur.
Donc j'ai commencé toute seule à m'intéresser, je pense que je devais être 1 an avant la fin de mes études, à me dire bon, qu'est-ce que je peux faire après. Puis je suis tombée un jour par hasard sur un truc qui s'appelait l'ISA, ISA, Institut supérieur des affaires, qui aujourd'hui s'appelle avec le nom beaucoup plus pompeux et plus original de MBA de HEC, c'est beaucoup plus chic. Et j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être prise. Et là, mes parents m'ont dit, écoute, stop, on paye plus les études. Parce qu'en gros, on a déjà payé 5 ans. Donc j'ai fait un prêt étudiant et je suis rentrée donc, à l'ISA. Et j'ai fait donc 16 mois sur le campus d'HEC. Je côtoyais des gens qui avaient entre 30 et 35 ans, qui étaient ingénieurs, juristes, médecins, pharmaciens. C'était chouette. Donc on faisait que des études de cas, on partageait beaucoup, on vivait. Et pour moi, ça a été une ouverture rapide, puissance 20 000 à tout ce que j'avais pu vivre avant. Je me suis débrouillée pour avoir mon stage en Australie toute seule. Voilà. En fait, je sais pas ce que je veux faire. Et là-bas, sur le campus de Jouy-en-Josas, je découvre le métier du conseil. Parce qu'en fait, c'est un métier que je connaissais pas avant. Et honnêtement, c'était pas aussi développé. Et puis, c'était pas connu, en tout cas, dans les écoles d'ingénieurs que j'avais faites. Et je me dis, le conseil, c'est bien, on n'est pas obligé de choisir. Et j'adore ce métier et j'y passe 10 ans. Donc, de bébé consultante à partenaire dans les dernières années, une carrière assez rapide, sympa, dans l'industrie, des gros projets, et voilà. Et 2 merveilleux enfants au milieu. Pas d'homme dans ma vie, je me pose, je bosse, c'est sympa, je ne sais pas ce que je veux. Le papa est arrivé. On se connaissait à l'époque où il était en fait un copain de mon petit copain d'époque. Et lui m'a rappelé, une fois que sa copine n'était pas là, il m'a rappelé, il devait se souvenir de moi. Et nous avons reconnecté. Lui avait quelques années plus que moi, avait envie de plus, je pense, de quelque chose de plus installé que moi. Il m'a emmené dans ce flux-là, qui était un flux dans lequel je me suis laissée emporter alors que j'ai pas spécialement réfléchi. C'était très agréable, je ne regrette rien, mais sans avoir vraiment réfléchi là où j'allais. Et tout s'est fait en, 2 ans, tout s'est fait. On s'est re-rencontrés, les copains nous ont trouvés très mignons, on nous ont portés en disant « Ah, c'est formidable, mariez-vous !» Et on s'est mariés. « Oh, ce serait tellement drôle de se marier un 31 décembre !» Et on s'est mariés un 31 décembre. Mais genre 1 an et demi après s'être rencontrés. Donc un espèce d'un tourbillon qui n'était pas désagréable, qui était en effet pas très réfléchi. On s'est mariés à côté de Paris, à Étampes, et c'est un mariage d'hiver, qui est plus rare. On s'est mariés et 1 an après, je pense que j'étais enceinte du grand frère d'Anouk. Et 1 an et demi après, j'étais enceinte de Anouk. Ensuite, on a pris un appartement ensemble. J'avais très envie, vraiment très envie d'être enceinte, et puis tout était simple. J'ai eu envie d'être enceinte, 1 mois après, j'étais enceinte. Et ma grossesse s'est hyper bien passée, tout était ça simple, je travaillais en même temps, voilà, et tout était simple. Donc, il n'y avait rien de compliqué. J'avais des moyens aussi pour pouvoir payer quelqu'un, s'occuper aussi de mon fils d'abord, pour pouvoir bosser. Enfin, rien n'était compliqué. Mon chemin personnel est arrivé après. J'étais Wonder Businesswoman d'un côté, brillante, qui avançait, carrière fulgurante dans le conseil, et super maman, soumise, mise au système dans lequel je m'étais inscrite, de l'autre côté. Donc, et j'ai une part des deux. Je suis très famille d'un côté et je suis très entreprenante de l'autre côté, mais j'étais double. Donc j'étais bien dans les doubles à l'époque, jusqu'à ce qu'à un moment tout explose dans ma tête, mais ça a été très soudain en fait. Après la naissance d'Anouk d'ailleurs, hein, donc c'est un moment où je me dis mais je suis pas au bon endroit. Quand Anouk est née, je l'ai beaucoup porté, beaucoup pleuré dans ses bras, beaucoup partagé. Je pense que la prise de conscience est arrivée, c'est pas Anouk qui l'a portée, mais c'était la même période. Donc je pense que c'est le fait d'avoir peut-être plus de charges, plus de choses, peut-être que j'étais encore plus exposée au boulot, donc c'était l'ambivalence qui était n'importe quoi. Et là, je me suis dit, ça va pas, quoi. Donc j'avais tout ça en même temps, et ça, c'était pas OK, quoi. Donc là, tout a explosé à ce moment-là. En effet, les enfants étaient tout petits, et c'était pas... Mais, et donc, ils ont subi, eux, tout ça, parce que j'étais au milieu de mon malaise personnel, quoi. Donc, en effet, ils en ont porté, eux, les conséquences de la séparation, c'est sûr. Je prends un appartement, dans la même résidence, pas loin. Leur papa a la grande élégance, la grande gentillesse de dire les enfants sont petits, ils ont besoin de leur maman. Il était encore dans un schéma, et lui avait peu de temps à passer, où il les voyait quand même. J'espère que j'étais quand même malgré tout une bonne maman. Donc je pars avec mes enfants en effet dans un appartement à côté.
avec un appartement, une chambre de bonne à côté dans lequel je loge une de leurs babysitters qui a pu être un peu plus présente aussi, qui est devenue une copine. Et voilà, donc je prends tu vois, de la distance tout en restant pas très loin. L'idée, c'est pas je voulais pas d'une rupture et en même temps, voilà. Et dans cet appartement, enfin, je sais pas si les enfants s'en souviennent, en fait, je fais mon appartement, le salon est jaune vif, et je le peins moi-même avec une éponge jaune pétard, et je mets des pigments que j'apprends à faire. La chambre d'Anouk était rose pétard, la chambre de Julien bleu pétard. Je pense que c'est une espèce de libération de je reprends possession de ma vie et de me dire voilà, et tout ça c'est ma crise d'ado, hein, donc un peu tard avec 2 enfants sous le bras, mais c'était ça quoi. Une espèce de libération, enfin qui je suis, et en même temps je savais pas du tout qui j'étais, hein, donc j'étais juste en pleine crise, en me dire où suis-je, mais en même temps j'ai mes 2 enfants, ce qui me permettait, au grand merci à eux, d'être restés sur terre, quoi, les pieds sur terre, parce qu'ils étaient là, il fallait, et je les avais quand même 80% du temps. Anouk, c'était une petite fille qui était une petite fille à la fois très rangée, très posée, et à la fois très rigolote. Donc elle avait 2 facettes, et les faces très rigolotes, fallait les trouver, c'était pas immédiat, c'était pas... Et voilà, j'ai des photos, des images d'elle dansant sur des canapés et tout ça. Donc elle avait ce côté-là, avec ses petites couettes, ses petites nattes, ses petites tout ça. Mais elle faisait quand même de la danse classique, elle aimait la danse classique, elle aimait ce qui était rigoureux, donc elle avait un côté bien rangé, bien sage, etc. Donc c'était un mélange des deux. Elle avait toute une petite bande de copines, pas nombreuses, donc avec un cercle toujours plus restreint. Toujours été un peu secrète. Et on sentait une intensité chez Anouk, depuis toujours. Donc c'est une petite fille intense. Elle était plus secrète dans son adolescence. Donc là, il y a la partie secrète qui est restée, dans laquelle on ne voyait pas tout. Il y a une partie comme ça qui était. En même temps, elle a toujours eu ses fidèles amis, donc elle a toujours été connectée à son monde. Alors après, elle a eu une rupture, parce qu'elle était entre Boulogne d'un côté, où elle avait ses copines, et ensuite elle est venue à Paris pour faire son lycée. Donc là, c'était une reconnexion à un nouveau monde, mais elle a recréé un petit monde qui lui allait bien. Et puis son voyage en Argentine lui a fait connecter à un autre monde, et puis elle est devenue comment vous l'avez connue grâce à ce voyage aussi. Donc elle a eu toute une partie plus secrète, et voilà. Et après elle a basculé, c'était qu'en première, je pense, à un moment, elle était brillante études, elle allait bien, elle était prédestinée à faire prépa HEC classique. Elle m'a dit non, c'est trop classique, ça me va pas, je veux pas rentrer dans le moule, moi je vais faire Sciences Po. Parce que Sciences Po, on apprend à réfléchir. Je dis ok ma chérie, très bien, c'est super. Et là, elle s'est mise à fond à tout faire, à tout lire, tout écouter. Alors, c'était pas des podcasts à l'époque, ça n'existait pas, mais des vidéos, des articles et des choses pour apprendre, pour s'acculturer, pour faire tout ça. Puis elle l'a eu. Puis là, c'était formidable. Donc voilà, elle quittait le nid, en même temps, elle avait besoin de ça, mais elle revenait tous les week-ends, ou presque. Donc c'était quand même agréable. Puis on la sentait très heureuse. Elle a fait 2 années extraordinaires à Poitiers. Évidemment, elle est partie au Brésil après. Donc 2016, c'était l'année où elle allait s'installer là-bas, et je trouvais que c'était les Jeux Olympiques de Rio aussi. On a décidé de faire un 2e voyage au Brésil pour aller installer Anouk. J'ai quand même déposé dans une favela parce qu'Anouk m'avait dit c'est là que je veux vivre. J'ai dit oui ma chérie, absolument. Donc nous sommes allés, ça me paraissait quand même vivable, c'était bien, et puis une semaine après, elle m'a appelé en me disant maman ça va pas le faire. Je crois que je vais retourner chez Caris, je crois que ce serait bien. Voilà. Enfin, vous connaissez l'histoire. Voilà, donc il faut quand même, quand t'es une maman, de te dire que tu vas quand même laisser ta fille pour étudier au Brésil, et tu vas laisser loger dans une coloc, dans une favela. Mes copines me disaient, mais t'es folle. Je ne peux pas l'arrêter, ma fille, je ne peux pas. Elle est partie quand même se balader régulièrement dans le nord du Brésil, au milieu du Brésil, ailleurs du Brésil, etc. On me dit à un moment, je pars 3 jours, je te donne mon point de départ, mon point d'arrivée. Si dans 3 jours t'as pas de mes nouvelles, c'était quand même ça, hein. Ouais. Bon, évidemment, tout ça est beaucoup plus facile quand tout se passe bien, et tout s'est bien passé. Mais mes copines me trouvent folle. Après, Anouk ne demande pas beaucoup d'aide. J'essaye, moi, de lui montrer qu'on peut en demander un peu plus souvent. Donc, je pense m'être ouverte depuis quelques années beaucoup plus à la demande aussi. Et Anouk a toujours répondu présent, toujours fiable, toujours là. Donc, pour moi, formidablement. J'espère être là autant pour elle aussi. Et elle gagnerait tellement à demander plus tôt, s'ouvrir plus tôt,
accéder à sa vulnérabilité plutôt. Je pense qu'on a une belle relation qui ne demande qu'à continuer à être nourrie. Je pense qu'elle se tisse progressivement avec le temps. Je pense qu'on en avait une qui était plus non dite dans le passé. Elle reste non dite parfois. Elle est solide. Enfin, j'ai l'impression de mon côté en tout cas qu'elle est solide, elle est fiable. J'ai ce souvenir du moment où on a découvert ensemble la maison qui va être une maison qui scellera l'avenir de la famille, je pense. Et on l'a découvert ensemble, un même jour, un dimanche matin pourri de l'Ascension il y a 2 ans. Et ce moment était magique parce qu'on est restés perchés toutes les deux pendant quelques jours ou quelques semaines en se disant mais c'est pas possible, c'est tellement magique qu'on l'est et on a réussi à l'avoir. Et aujourd'hui, je trouve qu'on partage cette même magie quand on y est. Je crois qu'elle la partage avec vous tout autant et que c'est des moments de communion évidente. Enfin, il y a des évidences de dire mais attends, c'est nous quoi. C'est pas plus elle que moi, donc il y a la mère qui nous rassemble, c'est sûr. Et puis cet espace qui est à la fois magique et simple et qu'on a envie de rendre vivant et voilà, donc ça nous lie. Je pense qu'on est liés par des lieux, par des moments. Donc on se voit pas forcément, c'est pas à nous qu'on va pas s'appeler tous les jours, on n'est pas dans un lien de fréquence ou de rapidité. Et en revanche, on a un lien qui est fort quoi. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta fille ? Anouk, elle est formidable. Donc Anouk, je trouve qu'elle est très engagée en fait. Elle sait choisir, elle sait ses choix, tout en ayant des doutes. Donc ce qui est bien, mais elle cherche à faire des choix et elle cherche à avoir de l'impact en fait pour sa vie. Pour les autres aussi, les autres étant un autre très large, qui est très respectueux, avec des grandes causes, des choses, Donc Anouk est à la fois très intellectuelle et très pragmatique. Donc c'est ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle fait le chemin entre les deux depuis toujours de manière assez forte et très engagée. Je la trouve être une amie formidable et vous en êtes des jolis témoins aussi, sachant que elle a votre cercle d'amis la plus proche de cœur et puis aussi un cercle qui était d'avant qu'elle conserve tout en étant différent. Je trouve ça très, très respectueux et chouette aussi. Elle en voit les différences et les complémentarités. Donc elle renie rien, elle rassemble. Donc je trouve ça assez joli. Puis après, je trouve que ses valeurs sont fortes. Donc ces valeurs sont des valeurs de simplicité de vie, d'équité, de réalisme et d'ouverture au monde et aux gens. Donc c'est une vraie déclaration d'amour à ma fille. Vous venez d'écouter un épisode de Tout sur ta mère, un podcast produit par Estrella Radio. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager ou à nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. On a hâte d'avoir vos retours. Un abrazo!